Bismillahirrahmanirrahim. Alors, je vous propose le premier cours d'un bloc de cours intitulé Analyse fonctionnelle. Allez, on commence par le théorème de Han-Banach, version analytique. L'énoncé du théorème est purement algébrique. Allez, qu'est-ce qu'il dit le théorème? Soit E un espace vectoriel sur le corps des réels, sur R. Et F un sous-espace vectoriel de E. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a P, une fonctionnelle définie sur E vers R qui vérifie les deux conditions. Première condition, c'est la condition de convexité. Et puis, la deuxième condition, on dit que la fonctionnelle P est positivement homogène. Ça veut dire quoi? Quel que soit X appartient à E, quel que soit lambda, un scalaire strictement positif, P de lambda X est égal à lambda P de X. Très bien. Et puis, soit F0 une forme linéaire sur F, le sous-espace vectoriel, qui vérifie cette majoration-là. Quel que soit X appartient à F, F0 de X est contrôlé par P de X, inférieur ou égal à P de X. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Han-Banach? Il existe une forme linéaire F, définie sur E tout entier, qui prolonge F0. Ça veut dire quoi qui prolonge F0? Donc, quel que soit X appartient à F, F de X égale à F0 de X. Et qui préserve la même majoration. Ça veut dire quoi? Quel que soit X appartient à E, F de X est toujours inférieur ou égal à P de X. Très bien. Voilà l'énoncé du théorème de Han-Banach. Allez, on passe à la preuve. Donc, preuve. D'abord, on va essayer d'exposer les idées d'abord de la preuve, formellement, et puis, après, on démontre rigoureusement le théorème. Allez, formellement, qu'est-ce qu'on a? On a F0, une fonctionnelle, ou bien une forme linéaire définie sur F. Donc, définie de F vers R. Et on a F0 de X inférieur ou égal à P de X. Première étape. Qu'est-ce qu'on va faire? On va élargir un petit peu F en ajoutant une droite vectorielle. Ça veut dire quoi? F en ajoutant dans le sens d'une somme directe. Hein? Donc, plus X1 fois R. Formellement, fois R. Et on peut toujours trouver F1 défini de cet ensemble, de cet espace-là, vers R, tel que F1 prolonge F0. Donc, la restriction de F1 sur F est égale à F0. Et on a F1 de X inférieur ou égal à P de X. Préserve cette majoration. Bien évidemment, quel que soit X appartient. Bon, cet ensemble-là, cet espace-là, je vais le noter DF1. Donc, quel que soit X appartient à DF1. Alors, ce choix, l'existence, ce choix de F, ce choix est toujours faisable. On peut toujours trouver F1. Nous allons démontrer ça. Très bien. Mais on a élargi F en ajoutant seulement une droite. Allez, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a F, le sous-espace vectoriel F, on a F0, défini sur F. Et puis, F est contenu dans DF1. Ça veut dire quoi? F plus une droite vectorielle, donc X1 fois R. Donc, on a attaché la forme linéaire F1, qui prolonge F0. Très bien. Maintenant, question qui se pose, est-ce que on peut faire le même procédé indéfiniment de fois? Est-ce qu'on peut atteindre l'espace E tout entier et on peut attacher une forme linéaire sur E qui réjouit de ces propriétés-là? Voilà la question. Autrement dit, donc, est-ce que E
on peut l'écrire toujours comme étant une somme directe de f plus le sous-espace vectoriel engendré par un système dénombrable. Ça veut dire quoi? x1, x2, etc., xn, etc. Donc, si on a par hypothèse que E est un espace d'univers séparable, alors ce choix est toujours faisable. Donc, E, on peut l'écrire toujours comme étant somme directe avec f, et ça, c'est le sous-espace vectoriel engendré par le système X, le système dénombrable x1, xn, etc. Mais en général, ceci n'est pas possible. Très bien. Allez, pour cela, on peut fabriquer un ensemble S. Donc, c'est quoi S? C'est l'ensemble des formes linéaires. Je vais les noter G. Définies sur DG vers R. Donc, d'abord, F, le sous-espace vectoriel F est contenu dans DG. Et la fonctionnelle, ou bien la forme linéaire G prolonge F0. Ça veut dire quoi? La restriction de G sur F est égale à F0. Et on a G conserve le contrôle, ou bien la majoration. Ça veut dire quoi? G de x est inférieur ou égal à P de x. Bien évidemment, quel que soit x appartient à dg. Très bien. On a défini cet ensemble-là. Allez, bien évidemment, S n'est jamais dénombrable, n'est pas dénombrable. L'ensemble S, on peut le munir d'une relation d'ordre. Formellement, on peut le munir d'une relation d'ordre, inférieure ou égale. Donc, on a un ensemble A, l'ensemble S est ordonné. Très bien. Il est constitué des formes linéaires, des objets, qui réjouissent des propriétés, le prolongement et le contrôle. Question qui se pose, est-ce que cette propriété, chaque objet, conserve cette propriété à l'infini, entre guillemets? Allez, on dispose d'un lemme de Zorn. Qu'est-ce qu'il dit le lemme? Sous certaines hypothèses, pour un ensemble ordonné, donc S possède un élément maximal. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la dernière étape, ou bien l'avant-dernière étape. Il existe un élément maximal. Ça veut dire quoi? Une forme linéaire définie sur DF vers R. Bien évidemment, cette forme linéaire réjouit des deux propriétés. Ça veut dire quoi? La restriction de F sur grand F est égale à F de 0. Et quoi? Donc, f de x est inférieur ou égal à p de x, quel que soit x appartient à df. Très bien. En plus, cet élément est maximal. Ça veut dire quoi? Aucun élément, aucun objet de S ne peut l'atteindre. Ça, c'est la deuxième étape. C'est l'affirmation du lemme de Zorn. La troisième étape, nous allons procéder par absurde. Et nous allons démontrer que f est défini sur E tout entier vers R. Et ceci achève la démonstration. Voilà les trois étapes. On va élargir f en ajoutant une droite. Et puis on va fabriquer un ensemble S. C'est l'ensemble de tout le prolongement de F0 qui vérifie ces conditions-là. Et puis, on va dire que S possède un élément maximal. Et par un procédé on va procéder par absurde et démontrer que F est nécessairement défini sur E tout entier. Très bien. Allez. La première étape. Qu'est-ce qu'on a? On a F0 défini de F vers grand R, vers l'ensemble des nombres réels.
Allez, l'objectif, on cherche à définir une fonctionnelle, une forme linéaire, définie sur quoi? Sur f plus x1 fois r, plus les droites vectorielles sont directes, vers r. Donc, il va associer chaque élément x appartient à f, plus représentation unique, plus lambda x1, son image f1 est égal à f de x1, plutôt f de x, plus lambda x1. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à fabriquer f1. D'abord, qui prolonge f0 et f1 de grand X est inférieur ou égal à P de grand X, quel que soit grand X appartient à F plus, si vous voulez, plus X1R. Très bien. Allez, par linéarité de F1. Donc, ça va être F1 de X plus lambda F1 de X1. Alors, ceci est une constante, je vais la noter C. Et puisqu'on cherche F1 prolonge F0, alors ceci est égal à F0 de X. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a F1 de X plus lambda X1 est égal à F0 de X plus lambda fois C, tel que c'est une constante appartient à R. Très bien. Donc, on a pour n'importe quelle constante C appartient à R, donc F1 prolonge F0. Maintenant, deuxième condition, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche cette inégalité, cette majoration, F1 inférieur à P. Donc, on doit ajuster les valeurs de C de telle sorte qu'on aura cette estimation F1 de X inférieur ou égal à P de X. Allez, question de choix. Donc, comment faut-il choisir les constantes C de telle sorte j'aurai cette inégalité? Très bien. Allez. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à démontrer quoi? Quel que soit X appartient à F, quel que soit lambda appartient à R, donc F1 de X plus lambda X1 inférieur ou égal à combien? À P de X plus lambda X1. Très bien. Alors, ceci est égal à combien? Donc, ça est égal à F0 de X plus lambda C inférieur ou égal à P de X plus lambda fois X1. Toujours, on cherche une condition nécessaire pour les valeurs de C. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a lambda fois C est inférieur ou égal à P de X plus lambda X1 moins F de 0 de X. Il faut démontrer ça. Donc, c'est pas il faut démontrer ça, il faut trouver une condition sur C. Donc, C doit vérifier cette condition-là. Donc, quel que soit X appartient à F et quel que soit lambda appartient à R. Allez, on va distinguer deux valeurs pour lambda. Si lambda, premier cas, si lambda est strictement positif. Donc, on divise sur lambda, ça va être C inférieur ou égal à combien? À 1 sur lambda fois P de X plus lambda X1 moins 1 sur lambda F0 de X. Allez. Donc, C est inférieur ou égal, puisque la fonctionnelle P est positivement homogène, donc je peux faire entrer 1 sur lambda. Je peux faire entrer 1 sur lambda. Donc, ça va être P. Allez, on va distribuer 1 sur lambda. Donc, ça va être X sur lambda plus X1.
f0 est une fonctionnelle, est une forme linéaire, donc ça va être moins f de x sur lambda. Alors, on a trouvé une condition sur C. Quel que soit, bien évidemment, quel que soit x appartient à f et quel que soit lambda strictement positif, le premier cas. Mais qu'est-ce que vous remarquez en fait? Qu'est-ce qu'on a? X appartient à f. F est un sous-espace vectoriel. On divise sur lambda. Donc, l'homontité d'un sous-espace vectoriel est égale à lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 sur lambda fois le sous-espace vectoriel f est égal à f. Alors ça, je vais les noter z. Ça, je vais les noter z. Donc, quelle est la condition sur C? C doit être inférieur ou égal à quoi? À P de Z plus X1 moins P de Z. Et ceci, quel que soit Z, appartient à F. Très bien. Et donc, en particulier, la condition sur C doit être inférieure ou égale à l'inf de quoi? De ceci. De F, plutôt P de Z. Donc, qu'est-ce qu'on a? P de Z. Alors, ça, c'est X1, attention. P de Z plus X1 moins F0 de Z. Donc, pour Z appartient au sous-espace vectoriel grand F. Bon, l'inf existe, il est fini parce que... Alors ça, c'est convexe, alors ça, c'est linéaire. Donc, ça, ça c'est une fonction convexe. Alors, l'inf existe. Ne s'étale pas à l'infini, à moins l'infini. Très bien. Donc, on a trouvé une première condition sur la constante C. Donc, ça, c'est le premier cas. Maintenant, deuxième cas. Deuxième cas, si lambda est strictement positif. Qu'est-ce qu'on a? Je vais réécrire ici. Donc, on a ça. Donc, la constante C doit vérifier cette inégalité. Ça veut dire quoi? Je vais réécrire. Lambda C est inférieur ou égal à combien? Donc, P de X plus lambda X1. Donc, P de X plus lambda X1. Et puis, moins F de X0. Moins F de X, moins F de F0 de X. Attention. Moins F de 0 de X. Très bien. Allez, on va diviser sur lambda, mais attention, lambda négatif. Donc, ça va être quoi? Allez, donc ça va être 1 sur lambda fois P de X plus lambda X1 moins 1 sur lambda F0 de X inférieur ou égal à C. Alors, lambda est négatif. Ça veut dire quoi? 1 sur lambda, comment je peux l'écrire? Je peux l'écrire moins. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Et je peux faire entrer moins 1 sur lambda, puisque F0 est linéaire. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Plus. Donc, j'aurai F0 moins X sur lambda. Et ici, moins P. Je vais faire rentrer moins 1 sur lambda. Attends, moins 1 sur lambda, c'est positif. Et la fonctionnelle P est positivement homogène. Donc, ça va être quoi? Donc, moins X sur lambda, moins X1, inférieur ou égal à C. Très bien. Et ceci doit être vérifié quel que soit X appartient à F et quel que soit lambda strictement négatif. Donc, X appartient à F, un sous-espace vectoriel, et lambda constante strictement négatif. Donc, moins 1 sur lambda fois F. Donc, l'homontité d'un sous-espace vectoriel est égale à lui-même. Et donc, la condition sur C. Donc, C, qu'est-ce qu'on a?
Alors ça, je vais noter. Donc, on va changer la notation. Alors ça, je vais noter Y, par exemple. Ça, c'est Y. Et ça, c'est Y. Donc, ça va être quoi? Donc, f de Y moins P. F de... On va écrire f de Y moins X1 inférieur ou égal à C, et ceci, quel que soit Y, appartient à F. Voilà la deuxième condition sur la constante C. Alors ça, si vous voulez, la deuxième condition. Et puis ça. Alors ça, c'est la première condition. Alors, donc ça veut dire quoi ça? Quel que soit y appartient à f, on a f de y moins p de y moins x1 inférieur ou égal à c. En particulier pour le sup. Donc on va prendre les valeurs, le sup, la borne supérieure. Donc le sup de quoi? De f de y moins p de y moins x1. Ceci inférieur ou égal à c pour y appartient à f. Voilà, plutôt ça, c'est la deuxième condition. Alors ça, c'est la deuxième condition. Et puis, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors ça, je vais le noter C1, ou bien, qu'est-ce qu'on a trouvé comme condition sur la constante C pour avoir l'inégalité de majoration? Donc, ça, C doit être contrôlé, doit être comprise entre quoi? Entre le sup de quoi? De f de y moins p de y moins x1 pour y appartient à f, et puis l'inf de quoi? De p de x, p de z plus x1 moins f de z. Bien évidemment, l'inf sur z appartient à grand F. Voilà la condition sur C. Mais attention, est-ce que ceci est toujours possible? Est-ce qu'on a toujours C compris entre ces deux constantes-là? Donc, pour que cette inégalité, cet encadrement soit cohérent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut démontrer quoi? Il faut démontrer que cette quantité-là est toujours inférieure. Bon, attention, ici, inférieure ou égale. Est toujours inférieure ou égale à cette quantité. Ça veut dire quoi? Donc, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Quel que soit y, quel que soit z appartient à f. Donc, f de y moins p de y moins x1. Il faut démontrer que ceci est toujours inférieur ou égal la p de z plus x1 moins f de z. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut démontrer? Donc, il faut démontrer que f de y plus f de z, f de y plus f de z est inférieur ou égal toujours à quoi? À p de y moins x1. Donc, P de Y moins X1 plus P de Z plus X1. Et ceci, quel que soit Y, Z appartient à F. Voilà ce qu'il faut démontrer. Alors, ça, ce qu'il faut démontrer. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a F de Y plus F de Z. Alors, ça, c'est F0. Attention. Ça, c'est F0. Donc, à rectifier, ça, c'est F0. Ça, c'est F0. Ça, c'est F0. Alors, ça, c'est F0. Très bien. Donc ça, c'est F0. Ça, c'est F0. Puisque F0 est linéaire, donc ça va être F0 de Y plus Z. Mais y plus z appartient à grand F. Par hypothèse, ceci est toujours inférieur ou égal à quoi? À P de
y plus z. Très bien. Donc, et ça est égal à quoi? Cette quantité est égale à quoi? Donc, P de y, on va ajouter et retrancher x1. Donc, moins x1 plus x1 plus z. Très bien. Et donc, ça, c'est le premier élément, et ça, c'est le deuxième élément. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? Donc, f de 0 de y plus f0 de z est contrôlé par inégalité de convexité, par hypothèse. Donc, je vous rappelle, qu'est-ce qu'on a? F de grand X plus grand Y, P de grand X plus Y est inférieur ou égal à P de grand X plus P de grand Y. Si vous voulez, ça c'est grand X, ça c'est grand Y. Donc, ceci est inférieur ou égal à P de Y moins X1 plus P de X1 plus Z. Très bien. Alors, et ceci, quel que soit Y, Z, appartient à grand F. Voilà. Donc, cette quantité-là est toujours inférieure à celle-là. Et donc, le choix, donc l'existence de C est toujours possible. Très bien. Allez. Donc, on a choisi des valeurs bien particulières de C qui vérifient cette inégalité. Par conséquent, qu'est-ce qu'on a? On a défini F1, c'est bon, on a défini F1 de F somme directe X1R 2 vers R, qui va associer chaque élément. Donc d'abord, F1 prolonge F0, ça veut dire quoi? La restriction de F1 sur F est égale à F0, et on vient d'ajuster les valeurs de C, ça veut dire quoi? Donc F1 de grand X est inférieur ou égal à P de grand X, quel que soit grand X appartient à quoi? À F plus somme directe plus lambda X1. Très bien. Donc, on peut toujours prolonger F0 en une forme linéaire F1. Donc, qu'est-ce qu'on a ajouté? Ajouter seulement une droite vectorielle. Alors ça, c'est la première étape. Ce choix est toujours possible. Maintenant, deuxième étape. Qu'est-ce qu'on va faire? On va définir un ensemble S. Donc, c'est quoi l'ensemble S? C'est l'ensemble des formes linéaires G définies sur DG vers R. On suppose quoi? On suppose que F est contenu dans DG et G prolonge F0. Ça veut dire quoi? La restriction de G sur F est égale à F0. Et qu'est-ce qu'on a? L'estimation, la majoration, donc G de X est contrôlée toujours par P de X, quel que soit X appartient à quoi? À DG. Très bien. D'abord, première remarque, l'ensemble S n'est jamais vide. Pourquoi? Il contient au moins F0. F0 appartient à S. Très bien. Allez. S est un ensemble ordonné. On peut le munir d'une relation d'ordre. On va définir une relation d'ordre sur S. Allez, on dit que quel que soit GH appartient à S, donc on dit que G est inférieur ou égal à H si seulement si. Qu'est-ce qu'on a? D'abord, DG est contenu dans DH et qu'est-ce qu'on a? H prolonge G. Ça veut dire quoi? H prolonge G, ça veut dire la restriction de H sur, on va l'écrire carrément, H prolonge G. Donc H prolonge G. Voilà la relation d'ordre. On va la noter inférieure ou égale.
Donc, vous pouvez vérifier ça aisément que cette relation inférieure ou égale est bel et bien une relation d'ordre sur S. Très bien. On a besoin de certaines définitions et on va énoncer le lemme de Zorn. Allez, qu'est-ce qu'on a? Soit S un ensemble muni d'une relation d'ordre notée inférieure ou égale. Et on va prendre H. C'est quoi H? Est un sous-ensemble. Allez, on va prendre H, un sous-ensemble de S. Très bien. Alors, on dit que H est totalement ordonné si, seulement si. Ou bien si. Quel que soit A, B appartient à H, on va prendre deux éléments quelconques, alors ils sont comparables. Ça veut dire quoi? Ou bien H est inférieur ou égal à B, ou bien B est inférieur ou égal à A. Voilà la définition d'une relation d'ordre, d'un ordre total, ou bien un ensemble totalement ordonné. Très bien. Deuxième définition, on dit que C appartient à S, c'est un majorant de H. Ça veut dire quoi un majorant? Donc, si quels que soient les éléments de H, quel que soit A appartient à H, A est toujours inférieur ou égal à C. Voilà la définition d'un majorant. Et puis, on dit que M appartient à S, c'est un élément maximal. Donc, c'est un élément maximal. Ça veut dire quoi un élément maximal pour S, pour l'ensemble S? Donc, si quel que soit X appartient à S, si on a M inférieur ou égal à X, alors ceci implique forcément que M est égal à X. Très bien. On va l'utiliser dans la preuve du théorème. Et puis la quatrième définition, alors, S est dite inductive. C'est tout sous-ensemble H totalement ordonné de S admet un majorant. Donc ça veut dire quoi? On va prendre H, un sous-ensemble quelconque de S. On suppose que H est totalement ordonné. Donc H admet forcément un majorant. Alors si H admet un majorant, alors on dit que S est inductif. L'ensemble S est inductif. Très bien. Maintenant, on a tous les ingrédients pour énoncer le lemme de Zorn. Donc, qu'est-ce qu'il dit le lemme de Zorn? Alors, tout ensemble ordonné inductif non vide admet un élément maximal. Très bien. Allez, revenons à la preuve du théorème. Allez, on cherche à démontrer que S est inductif. Ça veut dire quoi? Pour toute partie H incluse dans S, totalement ordonnée, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Que H admet ou bien possède un majorant dans S. Allez, on va prendre H, une partie quelconque dans S. Donc H, on peut l'écrire comme étant donc G de I qui appartient à S tel que I appartient à l'ensemble des indices grand I. Attention, grand I n'est pas forcément dénombrable. On n'a pas forcément un nombre dénombrable. Une famille quelconque. Une famille des éléments de S. Très bien. Ceci est inclus dans S. Qu'est-ce qu'on cherche à démontrer? On cherche à montrer que F admet un majorant. H admet un majorant. Ça veut dire quoi? Donc, qu'est-ce qu'on a d'abord? On a G de I. Une forme linéaire définie dans HI vers R qui prolonge F0. Et qu'est-ce qu'on a? On a GI de X inférieur ou égal à P de X, quel que soit X appartient à D, G de I. Voilà, ça c'est par hypothèse. Qu'est-ce qu'on va démontrer? On va démontrer que l'ensemble H possède un élément maximal. Pour cela, on va définir DG. Donc, DG est égal à combien? Est égal à la réunion de D de GI pour I appartient à grand I. Très bien.
Et on va définir la forme linéaire G. Donc, G est défini sur DG vers R. Et qui va associer G de X est égal à G I de X, quel que soit X appartient à DG, quel que soit X appartient à DGI, et pour I appartient, quel que soit I appartient à l'ensemble des indices grand I. Très bien. Allez, on va démontrer ou bien on va vérifier que G est un élément, est un majorant de l'ensemble H. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut démontrer que quel que soit G de I appartient à H, on a toujours GI est inférieur ou égal à G. Alors ça c'est évident. Pourquoi ceci est toujours vrai? Pourquoi? Parce que tout simplement, D de GI, par définition, plus DG c'est la réunion, est toujours contenu dans DG, dans la réunion. Et qu'est-ce qu'on a? On a G prolonge. Donc ça veut dire quoi? La restriction de G sur chaque espace D de GI est égale à G de I par constriction. Ça veut dire quoi? G prolonge les GI, quel que soit I, appartient à grand I. Et donc, G est un élément, est un majorant. Ça veut dire quoi? S, l'ensemble S, notre ensemble S est inductif. Très bien. Allez, on applique directement le lemme de Zorn. Allez, je vous rappelle le lemme. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Tout ensemble ordonné inductif non vide admet un élément maximal. Voilà la définition d'un élément maximal. Ça veut dire quoi? Alors, on va l'écrire. S admet un élément maximal. Donc, S admet un élément maximal. Très bien. Donc, cet élément maximal, je vais le noter F. Donc, F est un élément maximal. Donc, on a F, une forme linéaire définie sur DF vers R. Et donc, F prolonge F0. Ça veut dire quoi? La restriction de F sur grand F est égale à F0. Et qu'est-ce qu'on a? On a la majoration, ça veut dire quoi? F de x est inférieur ou égal à P de x. Et ceci, quel que soit x appartient à df. Très bien. Maintenant, si df est égal à E. Alors on a terminé, on a démontré le théorème. Sinon, si df est différent de E, ça veut dire quoi? On a df inclus strictement dans E. Alors, on va procéder par absurde pour démontrer que df est nécessairement égal à E. Très bien. Allez, comment démontrer ça? Donc, allez. On suppose quoi? Raisonnons par absurde. Donc, supposons que df est différent de E. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il existe un vecteur, un élément x0 qui appartient à E, tel que x0 n'appartient pas à df. Très bien. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? On a f défini sur df vers 1, vers R. Alors, je peux ajouter une droite vectorielle. Ça veut dire quoi ça? Et qu'est-ce qu'on a encore? On a f de x inférieur ou égal à p de x, quel que soit x appartient à
quel que soit x appartient à df. Allez, on va utiliser la première partie du démonstration. Donc, je vous rappelle la première partie. C'était quoi? Donc, si on a une forme linéaire f définie sur un sous-espace vectoriel f vers R, ou bien un sous-espace vectoriel quelconque, tel que, qu'est-ce qu'on a? On peut toujours prolonger f0, on peut toujours trouver f1 qui prolonge f0 et qui conserve la même inégalité de majoration en ajoutant une droite vectorielle. Voilà ce qu'on a démontré. La première partie. En ajoutant une droite vectorielle, je peux toujours prolonger f0 tout en conservant cette majoration, ce contrôle-là. Très bien, on va l'utiliser. Ça veut dire quoi ça? Donc, je peux toujours prolonger f en f tilde, tel que, ou bien pour conserver les mêmes notations, en f1, f tilde, défini sur quoi? Sur df sans direct, x0, on va prendre cet élément x0 r vers r. Très bien. En plus, qu'est-ce qu'on a? On a f tilde. F tilde prolonge f. Ça veut dire quoi? La restriction de f tilde sur df est égale à f. Et qu'est-ce qu'on a? F tilde de x est inférieur ou égal à quoi? Est inférieur ou égal à p de x, quel que soit x appartient à df plus la droite vectorielle plus x0 fois r. Très bien. Alors, on peut déduire ici que f tilde prolonge f0. Ça veut dire quoi? La restriction de f tilde sur f est égale à f0. Car f appartient à l'ensemble S. Très bien. Et donc, conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut dire que f tilde appartient à l'ensemble S. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a? Par constriction. Par constriction, qu'est-ce qu'on a? On a f est inférieur, au sens de la relation d'ordre, est inférieur ou égal à quoi? D'après la définition de la relation d'ordre, est inférieur ou égal à f tilde. Très bien. Puisque f est un élément maximal, alors qu'est-ce qu'on aura? Ceci implique forcément que f est égal à f tilde. Très bien. Alors ça, c'est une contradiction parce que f est différent de f tilde. Parce que f est défini sur df, f tilde est défini sur cet ensemble-là. Alors, ceci est une contradiction. Alors, on aura forcément df est égal nécessairement à e. Ça veut dire quoi? Je peux toujours trouver une forme linéaire définie sur E tout entier vers R qui prolonge F0. Ça veut dire quoi? La restriction de F sur grand F est égale à F0 et on conserve le même contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que F de X est inférieur ou égal à P de X, quel que soit X appartient à